Bonjour à tous et bienvenue dans ce débat surmonter les tensions géopolitiques, géostratégiques. C'est dire la tâche qui nous incombe pendant un peu moins d'une heure. On va essayer de faire ce que l'ONU n'arrive plus à faire. En plus, il n'y a même pas de point d'interrogation ou de point d'exclamation. C'est dire si ces débats vont être intéressants. Alors, autour de la table pour en discuter, soit en présentiel, soit aux États-Unis. On va commencer par la grande historienne de la mondialisation. Elle est professeure au MIT, Susan Berger. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. C'est même par vous qu'on va commencer. On s'en souvient que vous avez essayé de comparer les différentes mondialisations. On va essayer de comprendre aussi si nous allons vers une troisième mondialisation. Ensuite, on va aussi partir à Marseille. Il y a d'autres enjeux politiques en ce moment même. Mais Rodolphe Sadé, le président de CMA-CGM, qui est un des grands leaders du transport et la logistique, est avec nous. Bonjour Rodolphe Sadé. Et puis à mes côtés, alors en studio, je vais peut-être commencer par l'autre chef d'entreprise qui est donc à nos côtés, Patrick Pouyanné, le président de Total. Bonjour Patrick Pouyanné. Bonjour. Avec vous et avec Rodolphe Sadé, on essaiera de comprendre un peu quels enseignements vous tirez de cette crise. Est-ce qu'on va vers la fin de la mondialisation avec notamment la montée du nationalisme. Ensuite, l'ambassadeur de Chine en France, Xu Lai, qui est en studio avec nous. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Bonjour. La Chine, on s'intéresse beaucoup pour savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous recherchez, le tout dans un cadre d'affrontement avec les États-Unis. Et puis, quel rôle vous voyez jouer à l'Europe si vous nous voyez jouer un rôle. Et puis pour intervenir, pour introduire tous ces débats et poser, comme d'habitude, les bases de la discussion, Patrick Artus, chef économiste chez Natixis et membre éminent du Cercle des économistes. Bonjour Patrick. Bonjour Edwige. Merci d'être avec nous. Juste rapidement, chacun va faire une intervention, 5-6 minutes. Après, il y aura un débat entre les 5 intervenants. Et après, c'est à vous. Vous pourrez poser vos questions. Devant moi, j'ai une petite tablette. Et là-dessus, je pourrai relayer ce que vous avez envie de savoir ou de connaître un peu plus. Patrick Artus, je vous laisse introduire les débats. Oui, merci, bonjour à tous. Pour introduire ce débat donc, sur les tensions géostratégiques, géopolitiques, juste quelques réflexions. La première idée, c'est que cette crise du Covid, comme toutes les crises précédentes, a provoqué le retour des pays à ce qu'on peut appeler des politiques non coopératives, c'est-à-dire des politiques où les pays ne coopèrent pas ensemble. Et ça prend la forme qu'on peut appeler de façon assez générique, la forme de la préférence nationale. Donc on essaie de relocaliser, il y a une montée du protectionnisme, en particulier aux États-Unis, mais pas uniquement aux États-Unis, une volonté de leadership technologique, on veut améliorer sa compétitivité pour attirer des investissements, et on parle de retour à des politiques de souveraineté. Donc on a une forme de non-coopération qui est un peu différente de celle du passé. Dans le passé, on a vu des guerres des taux de change, on avait eu des guerres de politique de relance. Là, on a une coopération qu'on peut appeler retour des États, retour des nations, retour de la volonté de produire le plus près possible du consommateur local. Alors, ceci s'illustre tous les jours et les 4 intervenants donneront des exemples chacun dans leur domaine de ce type de situation. Je crois que pour les économistes, il y a 2 messages et 2 interrogations. La première, c'est que ceci se produit, mais comme après chaque crise, dans une situation où il y a un besoin massif de coopération internationale. Et donc, il va y avoir évidemment une difficulté qui est la mise en place de stratégies non coopératives dans un environnement qui nécessite de la coopération. Et je donne quelques exemples. L'accès aux matières premières, l'accès à l'eau, qui sont de plus en plus compliqués et qui nécessitent que les pays travaillent ensemble. Les politiques monétaires, traditionnellement, on essaie de coordonner les politiques monétaires. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas, d'où probablement de très grands désordres monétaires avec une explosion de la quantité de monnaie, avec aucune instance internationale en charge de superviser cela. La recherche, l'espace, la santé, où chacun maintenant a des stratégies plutôt locales, alors que les effets d'échelle et de coûts, par exemple l'accès aux médicaments est de plus en plus cher, avec des coûts de recherche et des coûts de développement de plus en plus élevés.
les migrations et le développement. Je suis assez frappé d'ailleurs que dans cette crise, on a énormément parlé et on va encore le faire cet après-midi, de la Chine, des États-Unis et de l'Europe, alors qu'on a une crise épouvantable dans le monde émergent, hein, en Afrique subsaharienne, en Amérique latine, une crise qui est à la fois sanitaire, économique, financière. Et bien entendu, cette question ne doit pas être négligée. Et puis bien sûr, le climat. On ne peut pas avoir d'objectifs climatiques mondiaux s'il n'y a pas de coordination internationale sur le climat. Et on voit au contraire une divergence des stratégies. Donc voilà, donc mon premier point était de dire, bon, mais c'est assez banal, hein, on a un besoin de plus en plus grande coopération et c'est donc une très mauvaise idée de passer à de l'absence de coopération. De façon plus synthétique et peut-être pour terminer plus globale, il me semble qu'il va y avoir dans cette volonté nouvelle, hein, de développement de politique nationale, de politique de souveraineté, de retour de volonté d'avoir du nationalisme économique, il y a une source de 3 grands conflits globaux. Le premier conflit, c'est un conflit d'efficacité économique. La globalisation, c'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas seulement la recherche des coûts de production plus bas dans les pays émergents, c'est l'exploitation des avantages comparatifs. Si on veut faire de l'industrie sur très très grande échelle, c'est très difficile de ne pas le faire en Chine. Il y a des compétences qu'on ne trouve pas dans certains pays. Vous savez on manque incroyablement d'ingénieurs en France, hein, et donc on va chercher des ingénieurs dans d'autres pays. Et donc cette volonté, et donc à nouveau, ce n'est pas seulement la recherche de coûts salariaux bas, hein, la globalisation, ça a été d'aller rechercher l'endroit le plus efficace pour produire un certain nombre de biens, et l'abandonner, ça ferait reculer l'efficacité productive du monde. Le second sujet, et je crois que Patrick Pouyanné veut en parler de façon plus détaillée, c'est État-entreprise, hein, que je voulais juste évoquer rapidement. Les entreprises se sont construites souvent sur des stratégies globales, ce sont des multinationales, elles n'ont pas d'appartenance forte à certains territoires, sauf par le siège social, mais en termes de production, de résultats, non. Et en face, on va avoir de plus en plus des États avec une volonté locale forte. Ce qui s'est passé avec PSA récemment est assez intéressant. La logique de PSA était de privilégier l'emploi de ses salariés polonais. La logique de l'État français était de privilégier l'emploi de Français. Et on voit qu'on peut avoir assez facilement des conflits entre des logiques d'entreprise pour lesquelles il y a une existence de l'entreprise, même sous une forme bien sûr multinationale, et une logique d'État. Et puis les entreprises sont organisées pour profiter de la globalisation, hein, pour fabriquer des chaînes de valeur globales. Alors on parle de retour à des chaînes de valeur régionales, mais la logique des chaînes de valeur globales, c'est une logique d'efficacité que les entreprises ont choisie, même si aujourd'hui certaines entreprises réfléchissent à des retours à des chaînes de valeur plus régionales en raison de la fragilité de chaînes de valeur mondiales. Mais c'est pas lié au nationalisme des États, c'est lié à l'efficacité. Les chaînes de valeur globales, dans certains cas, sont trop fragiles pour être efficaces. Et le dernier point de cette introduction, c'est pour dire que finalement, de façon tout à fait globale et synthétique, depuis 40 ans, nous avons comme objectif le consommateur. Donc on a mis des règles de la concurrence favorables aux consommateurs, on a délocalisé pour faire baisser les prix, on a organisé la production à l'échelle mondiale, et donc l'objectif a été le pouvoir d'achat et le consommateur. Et il va falloir être tout à fait clair dans les stratégies nouvelles que si on veut relocaliser par exemple en France, par rapport à une production émergente, le prix va être doublé. Si on veut avoir des champions nationaux européens avec des rentes de monopole, comme on le voit aux États-Unis ou en Chine, eh bien, ils auront des rentes et dont les prix sont plus élevés. Donc, il va falloir être parfaitement conscient que cette nouvelle stratégie des États va pouvoir, ne peut pas être compatible avec une stratégie qui soit la stratégie de nous sortons et qui est une stratégie de soutien du pouvoir d'achat et du consommateur. Et on voit bien ici, et je finis là-dessus, que chacun est un peu d'ailleurs schizophrène sur cette question, hein, puisqu'il y a d'un côté l'objectif emploi-production et de l'autre côté cet objectif de pouvoir d'achat qui vont souvent maintenant être en contradiction. Merci Patrick. Juste peut-être une petite question, je voudrais que vous mouilliez un peu. Vous pensez qu'on va vers quel système? On va en débattre entre nous, bien sûr, mais qu'est-ce qui va l'emporter? Moi, je crois que la pression du pouvoir d'achat est quand même extrêmement forte. D'accord. Donc je pense qu'il y aura des relocalisations ciblées, stratégiques,
et qui peuvent pas être des industries de main-d'œuvre, par exemple. Je vois Ouais. absolument pas comment on remet en France, par exemple, des industries de main-d'œuvre. Juste un dernier exemple, le coût du travail, charges sociales comprises, c'est 9 euros de l'heure en Roumanie, c'est 38 euros de l'heure en France. On ne peut pas ramener les voitures en France, vous voyez. Donc il y aura comme une logique de pouvoir d'achat qui va faire que ce ne sera pas un phénomène massif. Comme ça, le débat est un peu lancé. On va partir au MIT à Boston. Nous attend donc Susan Berger. Merci d'être avec nous. D'abord, bonne fête nationale. Justement, ça sera une question que je vous poserai en disant quelle est la vision un peu, votre vision de la montée du nationalisme, voire du populisme aux États-Unis, sachant qu'il y a l'élection américaine, bien sûr. Vous êtes une historienne, pardonnez-moi, une historienne de la mondialisation. Vous avez écrit des livres où vous compariez la mondialisation qu'on vivait avec celle du 19e siècle, qu'on a connue au 19e siècle. Comment est-ce que vous voyez cette globalisation, le futur de cette globalisation? Est-ce qu'on bascule dans une troisième forme de mondialisation? Mais je crois que nous sommes ici aujourd'hui à un moment vraiment critique. Le monde a plus que jamais besoin de coordination et de coopération, mais notre capacité à générer ces biens publics internationaux s'est effondrée. Le moment est critique parce qu'il y a en fait 4 crises majeures. Il y a la pandémie, il y a le changement climatique, il y a rivalité et conflit entre les États-Unis et la Chine. Et quatrième crise, il y a le fait que l'économie ouverte de la mondialisation se referme rapidement. Les frontières nationales se durcissent dans le monde entier. Et nous n'avons pas d'idée commune sur un nouvel ordre économique mondial. Nous n'avons pas de feuille de route pour l'avenir. Alors, je vais commencer par discuter en fait cette dernière crise, le refermement de la mondialisation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à la fois les partis de gauche et les partis de droite qui attribuent à la mondialisation toute une série de maux sociaux. Perte d'emploi, forte augmentation des inégalités, absence de mobilité sociale, montée des entreprises monopolistiques, perte de compétitivité et montée de populisme. Et c'est le fait qu'avec Covid-19, une perspective encore plus menaçante est apparue, c'est que la mondialisation paraît mettre en danger les vrais besoins de survie de la population, sous forme de masques, d'écrans faciaux, d'écouvillons, de ventilateurs, de médicaments courants comme le paracétamol. Ces simples produits ordinaires s'avèrent tous être fabriqués ailleurs, pas chez nous. Or, face à la crise aux États-Unis, les étudiants dans les Fab Labs des universités ont travaillé jour et nuit pour fabriquer des écrans faciaux avec des simples imprimantes 3D. Les femmes des communautés religieuses traditionnelles des Amish de Ohio ont été recrutées pour coudre des masques. Or, dans un monde où nous devons recourir à la production artisanale pour une crise de santé publique, la mondialisation est vraiment en danger de mort. De jour au lendemain, on demande des chaînes d'approvisionnement résistantes, des chaînes d'approvisionnement courtes, et pas simplement les plus efficaces ou les moins coûteuses. Il y a une forte demande de fabriquer des biens essentiels chez nous. En France, par exemple, l'État vient de négocier avec 4 sociétés pharmaceutiques françaises un accord pour fabriquer le paracétamol en France. Comme vient de dire Patrick Artus, ce n'est guère des activités très rentables. Or, comment la mondialisation va-t-elle évoluer à partir de là? Je vois 2 scénarios possibles. Le premier scénario serait un durcissement des frontières nationales et une protection renforcée par les droits de douane et des subventions de l'État pour la production nationale de biens essentiels. Or, cette liste de biens essentiels s'allongerait certainement. Dans ce premier scénario,
nous verrions le triomphe de la politique nationaliste et une rhétorique qui nomme et blâme nos rivaux commerciaux comme s'il s'agissait de menaces existentielles. Aux États-Unis, nous voyons déjà ce scénario se réaliser. Il s'agit essentiellement de la politique de Donald Trump. Mais ce n'est pas seulement la politique de Trump, c'est aussi la politique d'une partie importante de la gauche démocrate américaine, y compris certains de ses intellectuels les plus réfléchis. Cette gauche considère que la mondialisation est responsable de la montée du populisme. Donc pour eux, il y a un choix forcé entre la mondialisation et la démocratie. Et pour eux, ces choix nationalistes sont donc un moindre mal. Je crois personnellement, cependant, qu'un deuxième scénario reste possible. Ce scénario commence par la reconnaissance du fait que les problèmes existentiels de notre époque, les pandémies, le changement climatique, la guerre et la paix, l'ordre économique ne peuvent être résolus par les nations à l'intérieur de leurs frontières. Oui, les États doivent et peuvent offrir aux citoyens une plus grande sécurité en matière de santé et d'emploi et une plus grande équité en ce qui concerne les possibilités de vie de leurs enfants. Mais en fin de compte, les grandes menaces qui pèsent sur la vie et sur notre avenir commun, pandémie, changement climatique, guerre et paix, ordre économique, ne peuvent être traités que dans le cadre d'un ordre international fondé sur les règles et les normes. Pour relever ces défis existentiels, le nationalisme est un tueur. Permettez-moi de conclure sur un mot sur la situation politique intérieure des États-Unis, car l'évolution des États-Unis est absolument essentielle pour rendre possible ce deuxième scénario. Au cours des dernières années, les États-Unis sont responsables d'une grande partie de la destruction des institutions internationales et de la confiance nécessaire entre des alliés et des partenaires. Quelles sont les possibilités pour que nous puissions rebondir et jouer à nouveau un rôle constructif? Je sais qu'après les 4 dernières années, beaucoup d'entre vous ont des profonds doutes quant à la possibilité pour les Américains de restaurer et de renouveler des valeurs centrales de notre propre héritage démocratique. Pourtant, je vous demande de regarder attentivement les visages des manifestations massives qui ont eu lieu le mois dernier dans toute l'Amérique. Remarquez que dans de nombreuses manifestations, la majorité des visages sont blancs. Dans toutes nos grandes institutions, les entreprises, universités, municipalités, c'est un moment de reconnaître les torts, les injustices et une forte volonté de changer. Les États-Unis, je crois que ça reste un pays qui ne cesse pas de s'étirer pour atteindre ses propres valeurs. C'est un pays dans lequel il serait à nouveau possible de faire des États-Unis un grand pays dans et avec le monde. Make America great in and with the world. Je conclue donc avec un optimisme modéré pour le deuxième scénario. Ouais. Merci beaucoup, Suzanne Berger. Très intéressant tout ce que vous avez dit. On y reviendra plus largement, bien sûr, avec ce nouvel ordre international que vous appelez de vos voeux, même si vous restez évidemment assez sceptique. Et puis, vous montrez du doigt la responsabilité des États-Unis sur le fait qu'il n'y a plus tellement de gouvernance internationale. On va en parler largement, peut-être avec vous, monsieur l'ambassadeur. Je rappelle que Xu Lei, vous êtes ambassadeur de la République de Chine en France.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Susan Berger? Est-ce que les États-Unis sont en grande partie responsables du fait qu'il n'y ait plus de gouvernance internationale? Et puis, surtout, quelle est la vision de la Chine? On a vraiment envie de vous entendre dans ce conflit entre les États-Unis et la Chine. Et quelle place pour l'Europe? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'Europe. Oui, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Madame Susan Berger? Susan Berger. En effet, les États-Unis doivent assumer une grande partie de responsabilité des troubles de ces dernières années. Et tout le monde le connaît que les États-Unis et la Chine tombent dans une tension augmentant toujours ces dernières années. Et l'Europe aussi, entre les États-Unis et la Chine, quelle est sa place? Tout le monde est préoccupé. Donc aujourd'hui, je voudrais partager mes réflexions en 3 points sur ce thème. Premièrement, la Chine ne veut pas entrer en confrontation avec les États-Unis, en effet. Le développement reste toujours la première priorité de notre pays. Et bien que la Chine soit déjà la deuxième économie du monde, son PIB par tête, par habitant, n'est qu'un quatrième de celui de l'Union européenne. Et nous avons certes une classe moyenne de 400 millions d'habitants, mais nous avons aussi 600 millions de personnes à revenus moyens et faibles. Et cette année 2020, nous allons éradiquer la pauvreté absolue dont le seuil est de 4 000 yuans par an, soit 500 € par an. Mais on va éradiquer cette pauvreté absolue. Mais la pauvreté relative doit rester pendant très longtemps encore. Donc la Chine, notre objectif premier, c'est de permettre au peuple chinois d'avoir une vie meilleure. Et d'ailleurs, la Chine est un pays nourri d'une civilisation agraire. Elle n'a aucun gène d'expansion. À l'époque, je vous dis une histoire. À l'époque, le capitaine britannique James Cook avait navigué 90 jours pour arriver à l'Australie. La Chine est plus proche de l'Australie. 30 jours de navigation suffisaient pour y aller. Mais la Chine, les Chinois n'avaient jamais pensé à occuper ce territoire. La Chine n'avait jamais et n'a toujours aucune ambition d'agression et d'expansion. Les discours qualifiant la Chine de dure ou d'agressive sont de purs mensonges inventés par les États-Unis pour antiquer le développement chinois et semer la discorde entre la Chine et ses pays voisins. Il faut noter le fait que les tensions entre la Chine et les États-Unis n'ont jamais été provoquées par la Chine. Et nous préconisons toujours le règlement de ces problèmes par le dialogue et les négociations pour que les relations sino-américaines se maintiennent sur une voie de coordination, de coopération et de stabilité au lieu de tomber dans un piège de suicide. Deuxièmement, la Chine ne souhaite pas que l'Europe choisisse entre la Chine et les États-Unis. La Chine a toujours soutenu l'intégration européenne et souhaite voir une Europe unie, indépendante et prospère. En tant que deux grandes puissances, deux grands marchés, deux grandes civilisations du monde, la Chine et l'Europe doivent être deux pôles majeurs dans un futur monde multipolaire. Des relations sino-européennes saines et stables sont bénéfiques à nos deux parties et au monde entier. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'UE, il y a 45 ans, la coopération a toujours été l'aspect dominant de nos relations et elle a apporté des bénéfices considérables à l'Europe entre 2001 et 2018. L'exportation de l'UE vers la Chine a connu une croissance annuelle moyenne de 14,7%, créant près de 4 millions d'emplois en Europe. Bien sûr, la Chine est aussi bénéficiaire de cette coopération qui est mutuellement avantageuse. Pour l'Europe, le développement
de la Chine est une opportunité au lieu d'une menace. Avec une distance géographique éloignée, la Chine ne peut pas représenter une menace géopolitique pour l'Europe et encore moins envahir l'Europe. Il ne faudrait pas considérer le développement rapide de la Chine comme une menace non plus. Plus la Chine se développe, plus elle pourra offrir un grand marché à l'Europe et plus elle créera d'emplois. Une concurrence vertueuse entre la Chine et l'Europe pourra favoriser les progrès de part et d'autre et bénéficier au développement et de la prospérité du monde. La Chine ne veut pas, elle ne peut pas contrôler l'Europe. Elle considère l'Europe comme un partenaire d'égal à égal et non un adversaire. Notre coopération l'emporte largement sur la concurrence et notre convergence va bien au-delà de nos divergences. Nous espérons qu'en retour, l'Europe pourra voir la Chine de manière plus objective et sur un pied d'égalité. La différence d'idéologie et de système politique ne doit pas considérer une entrave à notre coopération. Un dicton chinois dit « Les eaux des puits ne se mêlent pas dans les eaux des rivières ». Donc on peut coexister en paix et en harmonie. Troisièmement, la France doit jouer un rôle important dans les relations sino-européennes. L'établissement des relations diplomatiques sino-françaises en 1964 a été un événement majeur qui a influencé le cours du monde, de l'histoire. Depuis de longues années, les relations sino-françaises sont restées pionnières dans les relations entre la Chine et l'Occident et ont donné un bel exemple de coexistence harmonieuse entre l'Occident et l'Orient. Depuis le début de la Covid-19, le président Xi Jinping et le président Emmanuel Macron ont eu 4 conversations téléphoniques, ce qui illustre la particularité et l'importance des relations sino-françaises. La Chine et la France se sont entraînées pendant l'épidémie et ont œuvré ensemble pour la coopération internationale contre ce fléau. Nous avons ensemble écrit une nouvelle page de l'amitié sino-française, comme en témoigne une devise « Unis nous vaincrons ». Donc nous espérons que dans l'après-Covid-19, les relations sino-françaises pourront enregistrer de résultats plus nombreux, porter les relations sino-européennes vers plus de développement et apporter une plus grande contribution à la paix, à la stabilité, à la prospérité du monde. Merci. Merci beaucoup. Vous avez dit quelques points forts. Là aussi, ça va nourrir notre débat. Peut-être juste un point. Lorsque vous dites la coopération, vous mettez en avant la coopération entre la France, l'Europe et la Chine. En même temps, il y a eu une réunion, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Oui. Il n'y a eu aucune avancée commerciale entre l'Europe et la Chine. Comment vous expliquez ce point de blocage ? Oui, en effet, même si coopération difficile. Il n'y a pas de résultats concrets, mais c'est propice aussi quand même aux relations bilatérales, parce que les deux parties se mettent ensemble pour faire des échanges de points de vue, n'est-ce pas? Même si on a des divergences, mais maintenant on connaît quels sont nos objectifs. Pour la période d'après la Covid-19. Oui. Oui, c'est bénéficiaire quand même. Oui. Donc quand même, on discute et il y aura peut-être un jour un accord. Merci beaucoup. Ensuite, là, on va partir à Marseille. Marseille, il y a peut-être de bonnes nouvelles du côté de la mairie, mais en tous les cas, Rodolphe Sadé, merci d'être avec nous. Vous êtes président de CMA, CGM, je le rappelle, à des leaders de transport et de la logistique. Vous avez près de 500 navires, vous êtes présent dans 420 ports, donc vous êtes de par le monde. Quel enseignement vous tirez de toutes ces tensions géopolitiques? Une question du reste que je poserai dans un instant à Patrick Pouyanné. Parfait. Merci. Je vais vous répondre en 4 points. Le premier est la dimension internationale du groupe CMA-CGM qui est confronté à ces tensions géopolitiques. Dans le cadre de notre activité qui est le transport et la logistique, nous sommes au cœur de ces échanges économiques mondiaux. Nous sommes présents dans plus de 160 pays et nous sommes confrontés à de multiples situations qui ne sont pas toujours aisées.
l'ambassadeur en a touché un mot, les tensions politiques et commerciales nous impactent, la piraterie, les risques naturels, avec des exemples comme l'ouragan et les tremblements de terre, et puis ensuite les risques sanitaires, et notamment la crise du Covid que nous avons vécue ces derniers mois. Je pense que le deuxième point, je pense que le Covid va accélérer certaines transformations et qui vont conduire à une mondialisation différente, nouvelle. En ce qui concerne notre métier, je vois une accélération de la régionalisation avec des volumes qui ne cessent de croître en intra-Asie et également en intra-Europe. Je ne vois pas de relocalisation massive. Je pense que la différence de coût est trop importante et la Chine restera l'usine du monde. Ce qu'on a pu noter durant cette période de Covid, c'est l'accélération de la digitalisation et je suis ravi de pouvoir assister aux rencontres économiques d'Aix en digital. L'année dernière, on était en train de déambuler dans les rues d'Aix. Aujourd'hui, moi, je suis derrière mon écran à vous parler. Donc, la digitalisation est en avance et on est en train de voir un mode de fonctionnement qui est complètement différent. Et puis, C'est un petit peu moins de charme, un petit peu moins de charme, un petit peu moins de charme hein, quand même. C'est un petit peu moins de charme que d'avoir un passif. Vous avez raison, mais ça sera pour l'année prochaine, j'espère. Ensuite, l'accélération de la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique doit rester une priorité. Et c'est une remondialisation qui est en marche, une mondialisation différente. Et nous souhaitons que dans les années à venir, cette mondialisation soit plus juste et plus respectueuse de l'environnement. Attention au souverainisme. Ceux qui font cavalier seuls ne s'en sortent pas. Le commerce international est un facteur de paix et de développement. Et je partage un petit peu les commentaires de Madame Berger, mais je voudrais être quand même positif en disant que avec de la bonne volonté, et si on décide d'avancer ensemble et pas en faisant cavalier seul, on s'en sortira. Le troisième point, qui est pour surmonter ces tensions géostratégiques, quelle que soit leur nature, nous devons déjà agir individuellement. Pour répondre à ces défis, CMA-CGM s'est doté d'une nouvelle mission, celle de contribuer à une mondialisation durable à travers des échanges économiques plus équilibrés, permettant un développement à la fois économique et social, dans le respect et l'intégrité de tous les hommes et de la planète. Cette mission que j'ai mise en place repose sur 5 piliers: le développement maritime, le développement logistique, évidemment le développement digital, et puis ensuite travailler sur des solutions innovantes, plus respectueuses de l'humanité et de la planète, et ensuite, pour terminer, le développement de nos collaborateurs. Au-delà de la profitabilité qui est indispensable pour poursuivre durablement notre développement, nous devons être créateurs de valeur pour notre environnement, et le groupe CMA-CGM a pris des engagements forts, et notamment avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2050, la livraison de notre premier navire de 23 000 conteneurs d'ici un mois propulsés au gaz, et puis également une proportion de 10% de carburant alternatif d'ici à 2023. Pour nos employés, en contribuant à leur épanouissement, et le groupe CMA-CGM se dotera en 2023 d'une académie dédiée au métier du transport et de la logistique pour continuer à former les collaborateurs. Pour terminer mon propos, je suis convaincu que nous pouvons mieux surmonter les tensions géostratégiques ensemble, collectivement. Et c'est un petit peu le rôle de la coalition qui a été annoncée hier. Cette coalition se réunira en janvier sous la présidence d'Emmanuel Macron à l'occasion du Congrès mondial de la nature. Ce qu'on a voulu avec cette coalition, qui est à l'initiative de CMA-CGM, c'est de privilégier les actions qui font du bien aux paroles qui font du bruit. Cette coalition a comme objectif de prendre des actions concrètes, d'être moderne dans son mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, nous avons 12 grands groupes, dont Total, évidemment, qui s'est joint à nous. Nous avons Amazon, Carrefour, le cluster maritime français, Crédit Agricole, Engie, Forestia, Michelin, Wärtsilä et Schneider Electric, qui vont nous aider à réfléchir ensemble à qu'est-ce qui pourrait faire qu'on peut accélérer la transition énergétique du transport et de la logistique dans les années à venir.
Merci. Merci beaucoup. Ça veut dire, pour vous, vous ne croyez pas aux relocalisations, on est bien d'accord, ça c'est juste pour avoir bien compris votre message. Vous me direz, c'est Ce que je normal dis, c'est lorsqu'on est un qu'aujourd'hui, leader du transport. aujourd'hui, ce qu'on note, c'est que l'intra-Europe se développe, l'intra-Asie se développe, mais on va continuer à acheter des téléviseurs et autres produits en Chine parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher à produire en Chine qu'en France et ailleurs en Europe. On a compris. Justement, vous parliez de l'initiative que vous avez lancée avec 11 autres entreprises, dont Total. Patrick Pouyanné, vous êtes à nos côtés ici dans les studios de Radio France. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé depuis le mois de mars, quel enseignement vous en tirez quand on dirige une entreprise aussi grosse que la vôtre ? D'abord, je pense qu'on vit un moment assez charnière, je pense, dans la question de la globalisation, parce que cette crise sert un peu d'accélérateur au niveau géopolitique. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe tout d'un coup le retour de l'homme, du politique contre l'économique, puisque tout d'un coup, toutes les contraintes économiques ont sauté. On a vu les États reprendre la main. On a vu d'ailleurs une grande migration, comme on l'a jamais vu mondialement depuis des siècles. Tout le monde est reparti, où qu'il soit dans le monde, dans son pays, se protéger. Il y a eu le désir de protection. Et on voit notamment, alors ça, on en avait déjà les ferments dans nos pays occidentaux, je dirais notamment l'Europe et la France, des opinions qui tout d'un coup découvrent, elles en avaient le sentiment, elles l'exprimaient, mais alors c'est totalement révélateur d'un sentiment de dépendance de l'extérieur et d'un sentiment de déclassement qui va un peu avec. Et je dirais, et qui appelle naturellement en retour une demande de souveraineté, que ce soit sanitaire, alimentaire, numérique, énergétique. Ça veut dire que pour une entreprise, alors que le monde s'est construit depuis 40 ans autour de quelque chose qui est bénéfique, il ne faut pas l'oublier, la globalisation a tiré 1 milliard de personnes de la pauvreté, mais pendant ces 40 ans, en fait, on a vu une prééminence de l'économique contre plutôt, je dirais, le politique. Et les grandes entreprises comme celle que j'ai l'honneur de présider, Total, ont été des vecteurs de cette marche vers le développement, notamment pour nous dans le monde énergétique, et donc dans des logiques qui étaient des logiques globales, des logiques extraterritoriales, alors qu'aujourd'hui, on voit à l'inverse une demande de plus d'États-nations et de plus de territoires. Et en mon avis, c'est là qu'il va y avoir quelque chose à réinventer, c'est comment on fait combiner le monde dont nous avons besoin et ces États-nations. Et pour les entreprises que nous sommes, c'est un défi. C'est un défi parce qu'on ne peut pas complètement se dire moi, je suis mon entreprise globale, mondiale, je suis un peu hors sol. Non, c'est pas vrai. Les entreprises ont des territoires d'origine, et je vais revenir notamment sur une entreprise comme Total, qui est une entreprise européenne. Il est évident que lorsqu'on parle de changement climatique, on a exactement la même antinomie. Le changement climatique, c'est un phénomène global, et on a des politiques énergétiques nationales. Tant qu'on n'arrivera pas, c'est extrêmement compliqué de vouloir régler un problème global, tant qu'on le gérera territoire par territoire. Donc, je pense que face à tout cela, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier simplement, c'est que la globalisation a rendu tout le monde interdépendant. C'est pas le mot dépendance qui est le bon mot. Nous sommes tous interdépendants. Les États-Unis sont interdépendants des autres. La Chine est interdépendante pour certains de ses besoins, pour ses matières premières du reste du monde, qu'elle va chercher en Afrique, qu'elle va chercher ailleurs. C'est pas vrai qu'il peut y avoir l'hégémonie d'un seul. N'oublions pas l'idée qu'on pourrait simplement avoir un monde divisé, fracturé, avec des mondes, deux grands empires, un empire chinois, un empire américain. À mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on a construit un système qui, encore une fois, est bénéfique globalement en termes d'efficacité, pour reprendre le mot de Patrick Artus, un système qui est fondamentalement indépendant. Alors la place de l'Europe dans tout ça, et pourquoi je vais en parler ? Parce que Total est une entreprise européenne. D'ailleurs, nous avons adopté récemment à l'Assemblée générale le statut de société européenne que je voulais que l'on porte, pas seulement parce que nous sommes bien sûr en siège en France, mais parce que je pense que... Pourquoi c'est important l'Europe ? Parce que quand on est une entreprise, on dépend quand même de la partie où on a son siège, où on a l'essentiel de ses salariés. Et dans ce monde qui se dessine, si on laisse que deux empires, un empire américain, un empire chinois s'affronter, et que l'Europe reste une place de marché où tout le monde vient faire son marché, se développer, je suis un peu inquiet pour le futur d'une grande entreprise européenne comme Total à horizon de 20 ou 30 ou 40 ans. Donc je pense que l'idée qu'il faut que l'Europe
profite de cette crise pour repenser, alors j'entends des hommes politiques, une notion de souveraineté, qu'on reconstruise quelque chose, Souveraineté me européenne. paraît importante pour les entreprises européennes. Il faut qu'on retrouve cette souveraineté, ce que nous n'avons pas construit. L'Europe n'a pas été construite comme ça depuis 40 ans. Comme l'a dit parfaitement Patrick Artus, nous avons construit l'Europe autour de l'idée d'un marché parce que nous avons voulu lutter contre l'inflation et de façon à protéger le pouvoir d'achat. Nous avons construit une Europe de consommateurs et pas une Europe de travailleurs, pas une Europe technologique. Nous avons, et les entreprises européennes, qui d'ailleurs, il y a des très grandes entreprises européennes, ont parfaitement su profiter de la globalisation. Il y a une vingtaine, dans les grandes entreprises mondiales, vous avez plusieurs grandes entreprises européennes. Il faut maintenant repenser à cette souveraineté. La souveraineté de l'Europe, moi je pense que, parce que l'autre leçon que je tire de la crise, c'est que le multilatéralisme a totalement disparu là, pendant les 2-3 derniers mois. Moi, j'ai pas entendu Mais parler. est-ce qu'il est mort pour autant? Bah, attendez, en tout cas, je n'ai pas entendu parler d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je n'ai pas vu le mot FMI. J'ai vu Fed, j'ai vu BCE. Oui, j'ai vu les grandes banques centrales. Je n'ai pas trop vu le FMI. L'OMS, c'est tout juste si. Je pense qu'il y a 40 ans, après la chute du mur, une telle crise serait arrivée. On aurait construit tout autour de l'OMS. Aujourd'hui, on a l'impression que chacun repart chez soi. Ça, c'est un vrai sujet pour nous tous. Et puis, quand même, vous avez eu un événement incroyable où, en milieu de cette crise, Donald Trump décide de retirer un tiers de ses soldats américains de l'Allemagne, qui est quand même un acte qui aurait pu déclencher plus de commentaires et d'opposition. Donc je pense que l'Europe doit chercher sa souveraineté. Ça passera sans doute par l'Europe de la défense, qui est d'ailleurs peut-être une opportunité de reconstruire, y compris avec nos amis britanniques, parce qu'on ne peut pas dire qu'une Europe sans Grande-Bretagne, c'est pas un truc qui va marcher très longtemps. Je pense qu'il va falloir trouver des moyens de reconstruire quelque chose. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que je pense que c'est important pour les entreprises européennes. Alors, quand on parle de souveraineté et de relocalisation, j'ai tout dit, et Patrick l'a dit, si on veut relocaliser, ça va coûter plus cher. Alors, il faut que tout le monde se mette autour d'une table. Sommes-nous prêts, nous, consommateurs européens, mais c'est aussi vrai pour la transition énergétique que nous voulons construire. Le Green Deal, il va coûter cher. Alors simplement, aujourd'hui, on donne le sentiment aux gens que on pourrait relocaliser, on pourrait transformer le système énergétique et environnemental sans que ça va coûter beaucoup d'investissement, ça coûte plus cher. C'est pas vrai. Il faut dire la vérité aux gens, mais c'est un choix politique sur lequel je pense que les citoyens européens devraient se prononcer. Alors les entreprises comme les nôtres, on doit se poser la question, bien évidemment, de se rapprocher de ces espaces, de l'espace de nos territoires, de l'espace européen. Vous savez, j'ai eu une décision compliquée à prendre depuis un an. Patrick Artus, qui est membre du conseil d'administration de Total, le sait, concernant ces fameux Airbus des batteries. La rationalité économique pure, lorsque nous avons discuté entre Carlos Tavares et moi-même de rejoindre, d'être à la base de services batteries, n'était pas évidente, parce que vouloir construire des usines de batteries en Europe, et notamment en France, quand effectivement le français coûte 38 € de l'heure et doit lutter même contre le hongrois, le polonais, c'est pas une décision économique industrielle simple. Alors simplement, on a réussi sur cet exemple à construire un accord, une coopération entre les États, la France, l'Allemagne et des entreprises pour se dire on va relever le défi ensemble. Ça veut dire des subventions importantes, mais ce que je note, c'est qu'on a réussi à créer sur une technologie qu'on a considérée comme potentiellement stratégique pour le futur du véhicule automobile. Et Total, le président de Total, a décidé avec ses équipes et avec le conseil d'administration que ça valait le coup de prendre ce risque. C'est audacieux, je vais vous dire. Je pense qu'il y a des décisions plus simples à prendre, de prendre le risque d'investir dans cette technologie en se disant, et pourquoi je le prends? Parce que je crois qu'une des leçons pour les entreprises comme les nôtres, c'est pas la relocalisation, c'est la diversification des chaînes d'approvisionnement. Moi, nous gérons Total depuis des années. Le risque géopolitique dans le monde pétrolier, c'est un risque que l'on connaît très bien, y compris sur la partie production, avec l'idée que nous devons être diverses en termes de sources d'approvisionnement ou de sources de production. Et donc, je réponds plutôt que relocalisation, je réponds diversification. De ce point de vue-là, et je pense que Carlos Tavares, qui a souhaité qu'on participe à cet Airbus de batterie, avec la même idée. Il y aura des batteries qui seront construites en Chine, il y aura des batteries qui seront construites en Europe, il y aura des batteries... C'est-à-dire qu'il faut diversifier nos sources. Moi, c'est plutôt la leçon que je retire, pas croire qu'il faut tout reconcentrer, même si, encore une fois, sur des biens totalement essentiels, je suis pas sûr que le Doliprane soit essentiel, je dis en passant, mais on puisse le faire. Voilà, j'ai été un peu long, pardon. Je voudrais juste te dire que j'ai deux propositions à l'Europe pour finir. Allez-y. La souveraineté économique, pour moi, ça passerait par des actes symboliques. Je ne comprends toujours pas qu'on puisse pas avoir un Buy European Act en Europe. Alors que les Américains l'ont, les Chinois l'ont, une fois. Et deuxièmement, je pense que tous les débats sur le mécanisme d'ajustement aux frontières sur le CO2 en Europe est absolument essentiel et que c'est un bon moyen de démontrer qu'on est prêt à avoir une souveraineté économique. C'est dommage, il y a beaucoup de débats et de questions que vous avez soulevées, Patrick Pouyanné. Et il nous reste 7 minutes, donc il faut se dépêcher. Il y a plein de questions. Je reviens vers Susan Berger du MIT. Lorsque Patrick Pouyanné parle justement de déclassement, de sentiment de dépendance, j'imagine que vous partagez complètement ce sentiment.
Oui, en fait, je crois que la question, ce n'est pas de relocaliser tout, c'est de diversifier Oui. nos chaînes d'approvisionnement. Donc, l'idée qu'il faut tout avoir chez nous, c'est pas simplement pour les consommateurs, mais également pour l'économie en général, ça serait une tragédie. Donc, il faut essayer d'utiliser ce moment pour aller beaucoup plus dans le sens qui a indiqué M. Pouyanné que dans le sens d'une indépendance à la fois chère et finalement assez inutile, qui est la vision populiste de cette crise sanitaire. Choulaï, je rappelle que vous êtes ambassadeur de Chine en France. Il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, comme j'ai beaucoup de questions d'internautes là-dessus. Est-ce qu'il y a un hégémonisme? Vous avez dit que ce n'est pas l'histoire de la Chine, mais il y a quand même un hégémonisme économique de facto, parce que vous êtes la première usine du monde, comme le rappelait Patrick Pouyanné. Est-ce qu'il y a une volonté aussi que cet hégémonisme, entre guillemets, économique, devienne politique, géopolitique? Est-ce que vous voulez compter, peser dans le monde politiquement? Nous n'avons pas la volonté subjective comment dire, de faire de ces soi-disant hégémonismes économiques en une hégémonie politique. Mais peut-être vu par les autres, on a peur que la Chine va utiliser sa puissance économique pour faire quoi dans le monde. Mais tout à l'heure, dans mon discours, j'ai déjà fait des preuves, avancé des preuves que la Chine, en effet, est une civilisation agraire. Il n'a pas le gène d'expansion. Vous pouvez voir dans l'histoire de la Chine. Et maintenant, notre politique étrangère insiste toujours sur une politique de paix et d'indépendance et de coopération avec le monde entier. Il n'y a aucun en nulle part un élément d'expansion. Une question quand même, parce que sur Hong Kong, monsieur l'ambassadeur, est-ce que Schwarzenberger disait que les États-Unis, et notamment Donald Trump, a vraiment détricoté de la gouvernance mondiale? Est-ce que vous auriez fait avec cette loi sécuritaire qui vient de rentrer en application à Hong Kong, est-ce que vous l'auriez faite il y a quelques semaines, quelques mois plutôt, au moment où les États-Unis étaient très présents dans l'ordre mondial? En effet, la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, c'est une affaire intérieure parce que tous les pays ont une loi. Il y avait des lois qui avaient été signées, un accord, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y avait un accord qui avait été signé au moment du départ des Britanniques. Cet accord, oui, c'est pour définir les devoirs, les obligations des deux parties sur la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Donc, au 1er juillet 1997, on a déjà rempli toutes ces obligations de cet accord-là. Et bien sûr, la Chine a fait des engagements politiques dans cet accord-là, mais tous ces engagements ont été déjà traduits dans une loi élémentaire sur la région d'administration spéciale de Hong Kong. D'accord. Patrick Artus, la Chine, usine du monde, c'est un peu, vous êtes pour la souveraineté économique, les relocalisations, mais avec quand même des grandes limites. Non, la limite, je crois qu'on a tous dit la même chose finalement autour de cette table. C'est que ce qu'on va essayer. Avec les mêmes points d'interrogation. Non, mais ce qu'on va essayer de relocaliser, c'est des choses intelligentes. C'est soit du vraiment stratégique, et là, avec le bon modèle qu'expliquait Patrick Pouyanné, qui est l'association État-grandes entreprises, que font les Américains et les Chinois depuis extrêmement longtemps, et que les Européens doivent faire, soit des choses haut en gamme. À nouveau, nous ne ramènerons pas les industries de main-d'œuvre. On parle à des industriels qui nous expliquent que quand on veut fabriquer à nouveau sur une très très grande échelle, on ne peut pas ne pas être en Chine. Donc il faut garder à l'esprit qu'il y aura cette contrainte. Donc nous allons avoir le retour en Europe de choses ciblées, intelligentes, en espérant que les États comprendront que c'est la coopération avec les entreprises qui est le bon instrument. Oui. Si je peux intervenir, juste un petit mot rapide. Je pense que c'est important de comprendre ce que vient de dire Patrick, j'ai essayé d'insister, c'est que
c'est pas qu'en Chine, mais aux États-Unis aussi, il y a une très grande imbrication entre le système économique et le système politique. La crise pétrolière qu'on vient de vivre, je vous rappelle que celui qui l'a réglée, c'est Donald Trump qui est monté au créneau pour le profit des producteurs indépendants américains. Le GAFA, à l'origine, les technologies de développement des intelligences artificielles, ça part du système militaro, de toutes les dépenses de défense américaines. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à construire en Europe un système de coopération fort entre les États, et notamment y compris la partie défense et les entreprises, pour pouvoir irriguer et maîtriser les technologies clés. Et pas simplement, après, ne faire que dépendre, comme on en est aujourd'hui sur le digital, soit des technologies chinoises qui sont très bonnes, soit des technologies américaines qui sont très bonnes. On se plaint aujourd'hui du problème du 5G, mais on se l'est créé un peu nous-mêmes, le problème. Ouais. Il nous reste 20 secondes, 30 secondes. Patrick, le mot de la fin? Rodolphe. Ou Rodolphe Sadé? Non, vous, c'est sur l'affrontement entre les entreprises et les États. Vous êtes d'accord avec cette théorie? Moi, ce que je dirais, je ne parlerai pas d'Europe, de Chine ou des États-Unis, je parlerai du monde. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que le monde est en train d'évoluer, le monde est en train de changer, la Chine veut jouer un rôle plus important, les États-Unis veulent garder leur rôle de leader, et à côté de tout ça, nous, transporteurs maritimes et logisticiens, on essaie de naviguer du mieux qu'on peut, et je pense avec plutôt du succès aujourd'hui. D'accord, on a compris. Allez, mot de la fin pour vous, Patrick Artus. Non, je suis assez. Par rapport à ce que vous avez entendu Oui, aujourd'hui. non, je suis assez content du consensus. Hein. Mais malheureusement, je crois qu'il va falloir énormément de transparence et de courage politique. Expliquer que tout n'est pas possible. La mondialisation n'est pas morte. Et que tout a un prix. Hein, et qu'il n'y a pas de free lunch, comme on dit. Il n'y a pas de free lunch dans la transition énergétique, il n'y a pas de free lunch dans les relocalisations, il n'y a pas de free lunch dans la montée en gamme technologique. Donc il va falloir dire la vérité aux opinions sur le coût des choix stratégiques qui seront faits. Ouais. La mondialisation, une aberration anthropologique, c'est ce que dit un des auditeurs. Vous êtes d'accord avec ça? Non. 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 C'était un peu la provocation là aussi. Non, c'est clair. Mais merci à tous, parce que malheureusement, on doit rendre l'antenne, rendre les débats qui sont terminés. Je vous rappelle, autour de la table, il y a donc Shulai, l'ambassadeur de Chine en France, Patrick Artus du Cercle des économistes et de Natixis, Patrick Oueni, le patron de Total. Et puis, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rodolphe Sadé de CMA CGM en direct de Marseille et Susan Berger du MIT en direct donc des États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce débat. Merci à tous.